Ton agence recevait des lettres de menaces. J'ai déménagé à Paris, c'était plus simple ça, mais c'était pas mon «meilleur marché» entre guillemets parce que, je sais pas, je vais envie de dire qu'il y a quand même, un truc inné de racisme. Tu vas gagner sur ce truc-là plus que moi je suis médecin quoi. Il y avait des gens malfaisants qui avaient créé un compte, enfin une page sur Facebook, Mora Kenza Fourati. Bonjour et bienvenue dans Déracinés. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Kenza, qui est franco-tunisienne. Elle a gagné le premier concours élite en Tunisie lorsqu'elle avait 17 ans et c'est ce qui l'a menée en fait à venir travailler à New York. Avec elle, on va parler de sa vie de mannequin, mais également d'entrepreneuriat, puisqu'elle a lancé sa marque de chaussures Osez, le label, qu'on porte justement en ce moment. Et on va également parler avec elle de transmission de culture, puisqu'elle est maman de 2 enfants. Bonjour Kenza. Salut Chrak. Merci à toi d'être venue, voire même revenue, puisque tu fais partie des premiers épisodes de podcast que j'ai malencontreusement perdu, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et elle m'a fait l'honneur aujourd'hui de bien vouloir revenir. C'est pour vous dire à quel point c'est une bonne amie. Donc merci à toi d'être là aujourd'hui. Donc tu as gagné le premier concours élite lorsque tu avais 17 ans, quand tu habitais à Tunis. Mais on va revenir un peu plus en arrière. Donc toi, tu es née en France et tu es partie assez jeune en Tunisie. Tu as une grand-mère qui est française. Ouais. Donc, tu es franco-tunisienne. Et donc, tu arrives en Tunisie. À quoi ressemblait ta vie avant de gagner ce concours? Donc, ta vie de jeune femme de 17 ans. Donc j'ai grandi en Tunisie et je suis arrivée bébé, donc j'ai aucun souvenir d'avoir vécu en France et j'ai vécu en Tunis dans une famille assez, en tout cas ma mère est productrice de films, donc si tu veux on était assez, c'était assez créatif autour de moi. Mon père est médecin, donc pas du tout, mais si tu veux on était très couvés. On est une famille de filles, j'ai beaucoup de cousines, donc en fait, je pense que quand j'ai gagné le concours élite, j'étais très enfant, en fait, encore. J'étais pas du tout mature. Comme, quand j'étais sur le concours, je voyais autour de moi des filles qui avaient mon âge, voire même plus jeunes, mais qui étaient beaucoup plus, adultes et matures que moi. Quelles circonstances tu t'es inscrite à ce concours? Est-ce que toi, c'était un rêve pour toi de devenir mannequin ou est-ce que c'est un concours de circonstances qui t'a emmené à ce concours? Pas du tout. Je pense que si quelqu'un, les gens qui me connaissaient avant, ils étaient là: «Mais en fait, tu es la fille la moins coquette qu'on connaît. Tu tu sais rien faire de tes cheveux, tu sais rien faire alors là, tu es la personne la moins coquette qu'on connaissait. Comment c'est possible que tu aies pensé à faire ça?» Et en fait, pas du tout. En fait, comme je disais, ma mère est productrice de films, mais elle a toujours fait pas mal de pubs avant. Et moi, j'ai fait des pubs depuis que je suis petite. J'ai commencé à faire des pubs quand je devais avoir 2-3 ans. Donc j'ai toujours eu ce rapport avec la caméra où j'ai fait beaucoup de pubs, et un copain à ma mère, qui était mannequin, avait en fait ramené le concours en Tunisie et il a dit à ma mère, il a dit: «Ah, est-ce que ça l'intéresserait?» Je fais: «Tu as 1 semaine tout frais payé à l'hôtel avec» je connaissais 2-3 autres nanas à l'époque en Tunisie. «Avec tes copines entre guillemets à toi?» «Ouais, bien sûr, ouais». Je suis pas à la maison, c'est frais payés, c'est à l'hôtel, ouais, bien sûr. En fait, c'est comme ça que, à la base, je me suis dit: «Oui, ça a l'air sympa comme plan», mais j'avais pas pour idée de ce que ça pourrait être dans la suite, en fait. Mais donc du coup, le jour du concours, ça va? Tu es quand même à l'aise? Parce que tu as l'habitude d'être, voilà, tu as l'habitude de tourner des publicités, tu as l'habitude de la caméra, mais que c'est quand même autre chose, le mannequinat, c'est défiler en maillot de bain, tout ça. Donc est-ce que tu étais à l'aise le jour du concours? Alors, il y a eu 2 moments assez marrants. Donc tu fais d'abord le concours, ce qu'on appelle national, donc pour la Tunisie et après si tu es pris, donc j'ai été pris, tu fais le concours international et c'est qui était aussi en Tunisie. OK. Et à ce moment-là, il y avait des filles de partout dans le monde. Il y avait, je sais pas, une soixantaine de filles qui sont arrivées de partout dans le monde, qui sont venues juste pour le concours. Et donc là, c'est devenu sérieux. Et oui, non, moi, j'ai toujours plus ou moins aimé le théâtre et les trucs comme ça, donc j'étais assez à l'aise. Le côté théâtral des choses, j'ai toujours aimé, en fait, ça m'a jamais dérangée. Mais j'ai compris que moi qui le prenais pas assez sérieusement, c'est devenu quelque chose de hyper sérieux. Et en plus, à l'époque, ma mère était là et elle a dit: «Oui, bah oui, c'est un copain à moi, je le connais, vas-y», tu vois? Elle a pas non plus réfléchi plus que ça. Mais mon père n'était pas là. Il était en voyage et il n'était pas au courant. Et quand il est rentré, qu'on lui disait: «Elle va rater les 2 premiers jours d'école et c'est en fait sérieux et si elle est prise, peut-être qu'il va falloir qu'elle parte et tout». Là, c'est devenu beaucoup plus sérieux et là, il était fâché, en fait. Et donc du coup, le directeur des Élites, Gérald Marie,
personnage depuis hyper controversé, mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a démarré ma carrière. Il est venu chez moi, il s'est posé avec mes parents, il leur a dit: «Non mais en fait, s'il vous plaît, laissez-la venir», et donc en fait, on est passé d'un truc où c'était un peu, tu vois, «plaisanterie» entre guillemets, Mmh. à quelque chose de hyper sérieux avec potentiel de carrière, de départ et tout ça. Ton père était pas très content parce qu'il se disait que ce monde-là lui faisait peur ou bien il se disait que c'était pas sérieux et que peut-être tu allais tomber entre de mauvaises mains et que tu pouvais peut-être faire, je sais pas, exploiter ou whatever? Oui, parce que je pense qu'il faut se remettre en contexte. Donc ça, c'est dans les années 2002-2003, et il y a 2 choses qui sont passées. C'est-à-dire qu'il y a eu l'immense scandale de Elite Mmh qui mh. était sorti un peu avant, et je pense que les gens commençaient à lui envoyer. Il fait: «Non mais comment tu peux laisser ta fille à des choses comme ça et tout ça?» Et pour mes parents, j'étais quand même une très bonne élève. En tout cas pour lui, j'étais une très bonne élève et ouais. Il se C disait: «Elle va c perdre son Elle temps, va ça perdre sert à son rien». temps, il faut qu'elle fasse ses études, c'est une bonne élève, on va pas la laisser. Donc il y avait ça, le côté où je sais pas, je fais pas trop confiance à ces gens-là, j'entends beaucoup de mauvaises choses. En plus de ça, il y a quand même le contexte de venir de Tunisie, mais ça c'est venu après, il a réalisé pas sur le coup, et en plus de ça, le fait que voilà, est-ce que ça veut dire qu'elle va devoir lâcher ses études? Non mais il en est hors de question, tu vois? Oui, parce qu'à cette époque-là, est-ce qu'il y avait des figures, je veux dire des mannequins connus? Je sais que tu fais partie des premières mannequins tunisiennes à être parties, à avoir une carrière à l'international, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des gens auxquels tu pouvais t'identifier ou pas du tout? Non, honnêtement non. Honnêtement, il y en avait pas. Il y avait, peut-être qu'il y en avait un peu au Liban et tout, mais c'était pas ce qui m'intéressait, et Mmh. donc j'ai même pas regardé. Il y avait à l'époque, il y avait, Afef Dhifei, mais elle faisait déjà sa carrière dans la télé, Mmh. à la télé italienne, donc aussi j'avais, et donc il y avait vraiment personne, en fait. OK, donc tu gagnes, le premier concours, en Tunisie. Ensuite, tu me dis qu'il y a plein de nanas qui débarquent d'un peu de partout pour le concours international. Tu finis, je crois, troisième ou quatrième, c'est ça? 3e, ouais. Tu finis troisième et donc ça t'ouvre les portes, en fait, du mannequinat et à ce moment-là, on te propose de partir à l'étranger pour travailler. Je sais que tu es pas partie tout de suite. Tu es restée un peu parce que tes parents voulaient que tu finisses un peu tes études, si je me Ouais, trompe pas? ouais. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Bah, en fait, voilà, donc c'était, enfin, je devais finir mes études, c'était le deal avec mes parents, enfin, c'était le deal avec mon père. Et donc en fait, je suis restée, mais je partais un peu pour «les vacances» entre guillemets, et on avait de la famille en France. Mon père, à l'époque, partait avec moi, j'étais pas encore majeure, donc il partait avec moi, et en fait, mon père a très vite réalisé que, et ça l'avait beaucoup frappé, il m'a dit, par exemple, le premier job que j'ai eu, c'était une campagne de chaussures, je sais plus, c'est une marque espagnole, je sais plus. Mais en fait, sur le moment, quand il a fait, il était là parce que c'est lui qui signe les contrats. Au début, j'étais pas majeure. Mmh. Il m'a dit: «Mais en fait, toi qui n'as jamais rien fait ou jamais, une gosse quoi, tu vois? Tu vas gagner sur ce truc-là plus que moi, hem, sur 3 mois, alors que moi je suis médecin quoi.» Mmh. Et ça lui a fait un gros choc. On a dit: «Ah bon, en fait, il y a quand même peut-être une opportunité, si tu bien encadré», tu vois? OK. Et donc ça, c'est le premier job que j'avais eu. En plus, c'était de shooter en Tunisie. Donc en gros, voilà, et après je suis partie en France. D'accord, donc tu pars en France, tu es toujours, donc dans l'agence Elite. Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans cette agence? Ouais. OK. Tu bosses un peu en France, mais ça t'ouvre aussi les portes, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, c'est ça? Tu me dis que tu allais bosser un peu partout, Très en vite, Italie? très vite, ouais, très vite. J'étais basée à Paris, mais à l'époque, en tout cas, il y avait un peu ce truc où, ils savaient pas trop où me mettre. Je sais pas, genre, Mmh. on va te mettre dans quelle catégorie? Latina? À l'époque, c'était genre, tu avais genre super white girl entre guillemets, like Russians, tu vois? Toutes les filles qui sont un peu slave looking, on dit ça en français? Mmh. Heu, Type tu pays de l'Est? voilà, tu avais ce qu'on appelle latina, mais c'était surtout des, Brazilians. Tu avais black, et ça c'est ou from, the US ou Africa, et bon, tu avais Asian, enfin, c'était vraiment très catégorie, mais il y avait pas la catégorie où moi, ils savaient pas où me mettre, tu vois? Mmh. Donc en gros, je passais de, parfois, ils m'envoyaient sur les Russians, je sais pas pourquoi, parfois c'était latina, et c'était assez marrant, donc mais je me suis retrouvée quand même à bosser beaucoup, heu, en Europe du Sud. OK. Donc j'allais pratiquement, je sais pas, parfois j'allais, le matin à Milan, je rentrais le soir, j'allais le matin à Madrid, je rentrais le soir, quoi. Mais c'est vrai qu'avec, ton visage, tu vois, tu es assez clair de peau, tu pourrais être espagnole, tu pourrais être portugaise, tu pourrais être, arabe, enfin, tu pourrais être un peu tout, quoi, au final. Et en fait, ils savaient pas, et voilà, donc en fait, je suis beaucoup allée dans la catégorie, ce qu'on appelle latina. Bon, voilà. Bon, de toute façon, nous, notre catégorie un peu arabe, elle n'existe pas trop. Même en ce moment, quand tu es à New York et que tu vas chez le docteur, on te demande de cocher là ton ethnicity.
Je sais jamais quoi mettre. Tu mets quoi? Other. Oui, moi aussi, je mets other parce que oui, je ressemble un peu à une latina, mais je suis pas latina Bah oui, et alors là, africaine, je sais qu'ils entendent African, Black African, donc du coup, je sais pas, en fait, dans quelle catégorie et puis parfois, ils te mettent Middle East, mais tu pas tu vois? Je oui, c'est ils sont en train de changer c'est ça, ils sont en et ils train sont de en train changer. de le add as a catégorie Amina. North African, mais c'est pas encore federal, c'est pas encore une vraie catégorie, quoi, tu vois? Je me souviens aussi qu'une fois, tu m'avais dit que tu devais changer ton prénom. Donc, quand tu es arrivée à Paris, on te demandait de plus t'appeler Kenza, mais de changer ton prénom pour que tu puisses, fit en fait et peut-être que ce soit plus facile pour les castings, je sais pas. Comment tu t'appelais? Ouais, ouais, alors, bah, ça va te faire rire, mais ouais, parce qu'en fait, non, en fait, ouais, quand je suis arrivée, ils m'ont dit: «Ah», tu vois, genre, ils voulaient pousser pour les shows, tout ça, mais Kenza, c'est assez connoté quand même. C'est le mot qu'ils ont utilisé, Mmh. connoté. Je fais: «Ah ouais?» Ils m'ont dit: «Tu parles très bien français, tu vois? On n'essaierait pas une saison, on change ton nom et on va t'appeler, Maya». Tu es Maya, Ouais, il y a source de rigoler comme ma fille. tu es Maya from Paris, tu es Maya de Paris et donc voilà, donc je commence, je me balade avec mon book, je vais à mes castings, Maya, Maya, je me souviens, j'avais booké pas mal de super gros shows. Je me souviens plus c'était quoi, mais tu vois, j'avais une très bonne saison de Maya. Donc ça fonctionnait. Donc ça fonctionnait. Je sais pas si c'est ça qui fonctionnait ou pas, hein, mais je me souviens sur les shows, j'étais là, ils étaient là: «Maya, Maya, Maya!» Je fais: «Oh putain, c'est moi!» Mais j'avais oublié, après je leur ai fait: «Écoutez, je peux pas». Parce que j'oublie que c'est moi, tu vois? J'ai oublié que c'est moi donc et puis ça me paraissait tellement bizarre que enfin, on a fait une saison en gros. Est-ce qu'avant de partir à New York, il y a des shows, il y a des boulots qui t'ont frappé plus que d'autres à Paris? Bah Tes meilleurs souvenirs, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de mannequin quand tu étais à Paris? bah, en fait, je suis quand même venue très, très vite ici et j'ai commencé à travailler très, très vite ici donc tout est un peu blurry mais c'est vrai que, très, très jeune et très, très vite, j'ai très vite compris qu'il y avait des méthodes de travail qui étaient complètement différentes. Ici, c'est quand même très codifié. You work for a certain amount. Tu travailles pour un certain nombre d'heures, tu travailles plus, c'est overtime, c'est très organisé. En France, tu arrives, c'est beaucoup plus relax, les gens sont plus relax, les gens prennent beaucoup plus de temps pendant le lunchtime. Moi, ça me frappait beaucoup que je voyais les gens boire, tu vois, sortir la bouteille de vin, rigoler et tout ça pendant le lunchtime et après tu es là: «Non mais je dois y aller mec, j'ai affaire ou j'ai un vol» et puis ils en ont rien à foutre et ça reste tard, tu vois? OK. Et ça, c'était et en fait, les cultures de travail, j'ai très, très vite compris que c'était très différent. À quel moment vraiment tu t'installes à New York? J'ai déménagé à Paris, c'était plus simple ça, mais c'était pas mon «meilleur marché» entre guillemets parce que, je sais pas, j'avais envie de dire qu'il y a quand même, un truc inné de racisme. Mmh. J'ai pas envie de dire ça, mais je pense Mais que c'est disons-le, oui. mais disons-le, tu Mmh. vois? Donc j'ai très vite bougé beaucoup, en fait. Et donc j'ai passé pratiquement 6 mois de l'année ici, machin truc et tout ça. J'allais beaucoup à Londres, j'ai déménagé, en fait, à Londres, je suis allée en Australie, je suis allée en Italie, en gardant plus ou moins un pied à terre à Paris où c'est là où, en fait, je payais mes taxes, hein, le pire endroit où mais bon. Hem Et en fait, en 2010 j'étais à Londres et je travaillais, en fait, le plus ici et j'aimais le plus ici. Donc je me suis dit: «Écoute, je vais y aller». Hem Et puis un concours de circonstances un peu personnelles ont fait que je me suis dit: «Écoute, c'est le moment ou jamais, je déménage à New York». Et donc j'ai déménagé ici fin 2010. Tu as ton agence qui est là. Alors je sais pas si l'agence s'occupe vraiment, tu sais, des mannequins ou est-ce qu'elles sont un peu, livrées à elles-mêmes? Tu arrives à New York, c'est quand même fou, tu es dans une ville incroyable, ça bouge, tu es jeune, j'imagine tu es excitée d'être là, mais en même temps, à quoi ressemble ton quotidien? Est-ce que c'est difficile? Avec qui tu vis? Ça, quand j'ai vraiment déménagé, j'ai vraiment pris un appartement, j'ai pris un très bel appartement, seule et tout ça. J'avais les moyens, j'ai réalisé que enfin, j'avais pas mal travaillé, j'avais les clients et tout ça. Par contre, avant, quand j'habitais encore à Paris et que je venais pour des périodes plus courtes, là, j'habitais ou en Malls Apartment et donc on se retrouvait genre, on était 4 dans une chambre, on était et on payait en plus une fortune, hein. Mmh. On était 10 dans un appartement, donc ça, c'était un peu genre slumber room, un peu comme ça, ou je sous-louais, une chambre ou quelque chose comme ça, avec quelqu'un, généralement conseillé par mon agence et j'ai eu des expériences assez, voilà quoi, folklore quoi, on va dire. Mmh. Les expériences folklore, c'était plus avec genre les gens avec qui c'est chez qui je sous-louais une chambre. Je OK. me souviens, par exemple, j'étais avec un make-up artist, hem qui était, assez dark
et qui était assez déprimé, mais qui en même temps qui était hyper religieux. Donc moi qui venais d'un pays comme la Tunisie, je me trouvais avec quelqu'un qui était hyper religieux d'ici, mais en même temps he was gay but not accepting it. Donc tu vois, je vivais avec toutes ces tensions-là que en tant que pratiquement enfant, tu comprends pas, tu vois? J'avais Mmh. 18, 19 ans, je comprenais pas tout ça. Donc ça, je trouvais ça plus difficile à vivre. Toutes ces un peu, trucs qui allaient pas dans la tête. Par contre, quand j'habitais avec les filles, on a tout eu. On a eu tout et n'importe quoi, mais c'était beaucoup plus sympa parce que c'était des gens qui vivaient la même chose que moi, même si Mmh. leur expérience, personnelle était complètement différente. Une venait de Russie, l'autre avait un gosse, l'autre était enfin, tu vois? Je veux dire mais elles étaient là pour les mêmes choses et donc du coup, you relate more to what they were living, tu vois? Donc au final, tu étais beaucoup plus à l'aise de vivre avec ces filles-là, même si vous étiez 4 par chambre, que d'aller se louer des Voilà, chambres même chez si des gens, c'était dégueulasse, même si c'était on te mangeait ta bouffe, tu vois ce que je veux dire? et Mais c'était quoi tes relations avec, ces nanas-là? il y avait tout ou rien. Il y en a, c'est de mes meilleures amies jusqu'à maintenant. Mmh. Il y en a, je suis la godmother de leurs enfants, tu vois? Donc on a des rapports très, très proches. Il y en a la plupart, j'ai perdu de vue. Il y en a enfin, tu tout tu tout et rien. Mais j'ai pas eu ce drama truc, qu'on imagine être, en fait. OK. Quand tu arrives à New York, est-ce que tu sens que ta carrière prend un tournant? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, je suis passée de ce qui est assez curieux, c'est que j'ai toujours plus ou moins fait pas mal de trucs, assez commerciaux, mais je faisais pas mal de mode aussi. Mais quand je suis passée ici, j'ai fait beaucoup plus de commerciaux. Donc si tu veux, mon income a augmenté, mais surtout j'ai fait ici un truc qui s'appelle Sports Illustrated Mmh. et en fait du coup, au niveau de la mode, ça te massacre un peu, mais si tu veux, ça c'est un des seuls endroits à l'époque, parce qu'il y avait pas de social media, il y avait pas de truc, mais qui, en fait, te montre en tant que personne et pas uniquement, as représentant d'une marque, tu vois? Tu veux dire parce qu'ils font un shooting de toi et en même temps, il y a un vrai portrait? Il y a un vrai portrait, il y a un vrai interview, il y a un vrai tout ce que tu as envie de parler, tu vois? Et il y a des vraies questions, en fait, tu vois? Mmh. Tu deviens une personnalité entre guillemets. Donc cette expérience-là, elle a fait que les choses ont changé, en fait. Donc Sport Illustrated, ça reste quand même, des photos un peu sexy. Ouais. Est-ce que toi, qui viens d'un pays comme la Tunisie, qui à ce moment-là, bah, peut-être ils ont pas non plus de mannequins à l'international qui font des photos et cetera, est-ce que, tu as eu des commentaires sur ce que tu pouvais faire ici, que ce soit que tu fasses de la lingerie ou des choses un peu sexy? Est-ce que tu as eu des mauvais commentaires ou des remarques qu'on a pu te faire? Mais en fait, je vais être très franche, j'ai commencé à faire de la lingerie parce que l'agence a décidé comme ça. Très vite, j'étais assez à l'aise, ça me dérangeait pas. Donc j'ai commencé à faire de la lingerie très, très vite et bon, alors on a eu un peu les commentaires, mais si tu veux, c'était pas vu qu'il y avait pas de voilà, je faisais après, j'espérais juste que personne tombait dessus. Mais Sports Illustrated, ça tu deviens un nom, un visage et tout ça. Donc là, oui, il y a eu en plus, c'est arrivé juste après la révolution, donc c'était, un peu le début de entre guillemets, «le début» ou le retour des islamistes, Mmh. ou en tout cas, il y a eu une résurgence énorme des gens et puis en fait, la parole était free, tu vois? Pour la première fois dans le pays, donc les gens, se sont permis de dire tout ce qu'ils voulaient, mais parce que c'était très visible, en tout cas à l'époque, c'est très visible Mmh. et c'était le début des social media, Mmh. les gens ne se sont, les ouais, ah oui, les gens Alors se qu'aujourd'hui, personne s'offusquerait de ça, mais comme tu dis avant, il y avait pas voilà, quand tu remets tout dans le ouais. contexte, ah ouais, il y a eu énormément de clash. Mais je me souviens qu'une fois, tu me racontais, que ta sœur t'avait appelé pour dire qu'il y avait des mecs dans sa classe qui avaient vu tes photos, qui t'avaient dit: «Mais pourquoi tu mets des photos comme ça?» Ouais, bah, ouais, mais en fait, c'est ça qui m'avait un peu fait, alors du coup, j'ai commencé à demander à l'agence quand ma sœur, elle m'a appelée, elle m'a dit: «Oh là là, les gens, ils se moquent de moi parce qu'ils t'ont vu dans les magazines, c'est pas cool», je sais pas quoi et tout. Tu vois? Elle était ado et tout, j'ai demandé à l'agence, je fais: «On peut ne pas mettre mon nom?» et à l'époque, tu pouvais dire ça, tu vois? Ouais. Donc j'ai fait plein de trucs et en fait, tu pouvais pas le rattacher à moi, tu vois? Mmh. Mais Sports Illustrated, tu pouvais pas faire ça parce que ils utilisaient ton nom, tu vois? Quand j'ai fait, Sports Illustrated, la plupart des gens, tu vois, parlent de whatever they want, tu vois? Et généralement, c'est, leur mec ou leur, wellness ou je sais pas quoi. Mmh. Et moi, j'avais écrit à ce moment-là que j'avais envoyé à l'éditeur, c'était juste après la Révolution, j'avais écrit une lettre qui expliquait le ressenti de vivre l'histoire comme ça et d'être enfin free, tu vois? Free speech, free je sais pas quoi. Et en fait, ils ont choisi de publier cette lettre. Mmh. Donc c'était très lié à la Tunisie, si tu veux. En fait, ils ont dit: «Can we scrap?» En fait, ils m'ont carrément dit ils m'ont dit: «L'interview est bien et tout, mais on aimerait vraiment publier cette lettre»
Et en fait, j'avais envoyé parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est quand je vais vrai, quand la révolution s'est passée, ça a commencé en fin décembre, machin, ça a commencé tout en janvier et tout ça. Moi, à ce moment-là, en janvier, j'ai arrêté de bosser. J'ai dit: «Je peux pas bosser, je peux pas me concentrer». Je me souviens, j'étais sur un job à San Francisco en début janvier et j'ai une copine à moi qui m'appelle et qui me dit: «Ah, ils ont arrêté mon mari». Son mari, c'était un hacker et moi, je savais même pas que son mari, c'était un hacker à l'époque. Donc sur le coup, j'étais là: «OK, je suis sur ce job-là, je vais annuler et j'arrête». Donc j'ai arrêté de bosser pendant à peu près 2 semaines et j'avais pas mal de jobs et donc à ce moment-là, j'ai écrit une lettre à tous les éditeurs, tous les trucs et donc je l'ai envoyé cette lettre. Tous mes agents, pour expliquer why et comment c'était un truc hyper monumental. Ça avait pas l'air d'être un truc, mais c'était un truc hyper monumental et donc en fait, ils ont choisi de la publier et en fait et du coup, c'est devenu un truc énorme, tu vois? Suite à ça, j'imagine qu'il y a des gens en Tunisie qui ont dû, voir cette lettre. Non, la lettre, non, parce que c'est très magazine driven, c'est pareil, ils ont vu les photos et Donc c'est pour toi, c'était surtout les photos le problème. c'était les photos les problèmes. Je me souviens que tu m'avais dit que, il y avait des gens malfaisants qui avaient créé un compte, enfin une page sur Facebook, Mora Kenza Fourati. Dit comme ça, c'est Mora Combien? Kenza Fourati, tu me dis qu'il y avait, je sais pas, 500, 600, combien? 1000? 5 000, 5000 5 000, 6 000 5 000 personnes dans le groupe, qui appelaient à la mort, à ma bon là, on en mort. rigole, mais j'imagine que sur le coup, c'était Ah non, pas, je pense que ça devait bien faire flipper. ouais, en plus, le problème, c'est que quand tu pas les mots pour défendre parce que j'étais quand même assez jeune, j'avais pas les mots pour défendre pourquoi je pensais que c'était mon droit. My body, my choice. Mmh. Comme nos enfants maintenant, ils C'est disent ce que j'allais dire, on dirait nos enfants. nos enfants qui nous disent à longueur de journée: «My body, my My choice». Bon, body, bah, my choice. j'avais pas les mots pour dire ça Mmh. et donc en fait, j'avais pas j'arrivais pas à me défendre. Je savais que ce que je faisais, c'était pas j'étais dans mon droit, mais j'étais pas armée pour me défendre. Ta famille a eu peur pour toi à ce moment-là? Non, ils étaient emmerdés, ça les emmerdait, mais peur, je sais pas, c'était une période assez bizarre parce que rien ne paraissait être très safe. En même temps, c'était une période assez exaltante et en même temps pas très safe. Donc ça faisait partie du lot, en fait. Je me souviens également que tu m'avais dit heu, que ton agence recevait des lettres de menaces. Non pas des mails, aujourd'hui je pense qu'on enverrait des mails, mais des vraies lettres de menaces et que, une fois en arrivant à Paris, on te donnait un carton de lettres qui est arrivé pour toi et que dedans c'était que des lettres de menaces. Alors c'est marrant parce que oui, en fait, généralement, oui, les agences reçoivent et quand tu passes par là, ils te donnent, un énorme truc et tu as tout et rien, hein. Tu as des gens qui t'envoient des cadeaux, tu en as qui t'envoient des bouteilles de champagne, tu enfin Il y en a qui t'envoient des et menaces. beaucoup t'envoient des lettres. Il y a des lettres qui sont très gentilles et alors il y a des lettres qui sont vraiment, qui font peur, quoi. Revenons au positif. Tu es à New York, ta carrière se passe bien. Pour qui tu as défilé? Donne-nous un peu les allez, fais-nous rêver. À New York ou Ouais, à New York, à Paris, c'est quoi les défilés, les marques pour lesquelles tu as défilé qui t'ont marqué, les designers? j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Paul Gaultier, j'ai adoré. J'ai beaucoup travaillé avec McQueen, avec Armani, avec, Ferré, avec Versace, avec Dolce& Gabbana, avec Vivienne Westwood, Calvin Klein, Ralph Lauren. J'ai fait un peu les shows avec un peu tout le monde. Chanel, Mmh, Valentino aussi? J'ai Valentino. vu, je crois, la dernière fois, tu as publié Ouais. j'imagine que ça a dû faire quand même rêver, pas mal de jeunes filles tunisiennes, tu sais, de te voir comme ça à l'étranger. Est-ce que tu penses que tu as ouvert la voie, justement? Je pense que, d'une cer Certaines, voilà, jeunes filles ont été inspirées, par ton parcours en se disant: «Bah, c'est possible, en fait». je pense que d'une certaine manière alors, encore une fois, je sais pas si c'est un concours de circonstances ou si j'ai vraiment «inspiré» entre guillemets, mais parce que je pense que oui, peut-être avant social media, les gens ils se disaient: «Ah bah, en fait, c'est pas si dark que ça, c'est pas, Mmh. enfin, tu peux être ça et autre chose, tu peux être ça» et tu vois? Je pense que oui, ils ont pu voir qu'en fait, il y avait du potentiel, heu, pour une personne d'évoluer de manière plus ou moins positive et de faire quelque chose de sa vie d'une certaine manière, à travers le mannequinat et que c'était possible de venir d'un petit pays comme la Tunisie ou d'un pays, tu vois, assez conservateur comme la Tunisie. Mais je pense aussi ce qui s'est passé, c'est que social media a changé les choses. Mmh. Et donc en fait, la friction est que je sais pas, à quel point c'est moins moins social media. Je pense que c'est plutôt social media pour être très si je dois être
assez honnête. OK. Donc, tu es à New York, tout se passe bien pour toi et à un moment donné, bah, tu rencontres, ton mari qui est, égyptien-palestinien et aujourd'hui tu as 2 enfants, donc je le disais tout à l'heure de 6 et 8 ans, un jeune garçon et une jeune fille qui est, la bestie de ma fille. Je me souviens quand Rita, je lui avais dit parce qu'à chaque fois que j'allais à l'école, donc moi je suis arrivée dans ce quartier il y a 2 ans et à chaque fois que j'allais à l'école et que quelqu'un me disait: «Ah bah, tu es de quelle origine?» Je disais: «Bon bah, je suis française, mais ma mère est marocaine, mon père est tunisien, donc je suis tunisienne et marocaine». À chaque fois que je disais tunisienne, les gens ils me disaient: «Ah bah, Kenza! Kenza elle est tunisienne! Kenza la grande là-bas elle est tunisienne!» Après je me disais: «Mais c'est qui cette Kenza dont tout le monde me parle?» Je pense qu'on va pas se mentir, on est une petite communauté. Ouais. C'est assez rare de rencontrer des Tunisiens, à New York. Enfin, en tout cas, j'en connais, Pas dans le pas quartier en tout cas, j'en connais, apparemment. oui, pas beaucoup dans notre quartier non plus et quoique, on va dire que cette année, il y en a quand même pas mal, on va dire, à Ouais. l'école, mais c'est vraiment, je pense, juste un hasard et j'avais dit à Rita: «Ah bah, tu sais, dans ta classe, il y a une petite fille qui s'appelle Dora, sa maman, elle est tunisienne». Elle me disait: «Ah non, 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 Dora, elle est pas tunisienne». Je dis: «Si, si, elle va en vacances en Tunisie l'été» et en fait, pour elle, c'était vraiment, tu sais, ouais, 2 mondes bien scindés. Ça veut dire, elle est ici, elle est à New York, mais personne comprend la Tunisie, personne comprend ce que c'est. C'est son endroit à elle où elle va passer les vacances. Et je pense que d'avoir rencontré Dora, tu vois, ça a créé un peu un pont. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, quand on a été en Tunisie, bah, vous êtes venus nous voir un moment dans notre ville. On est venu vous voir cet été à Djerba. Et ça me fait toujours plaisir, en fait, de les voir Ouais. ouais, s'y lier. Et en même temps, elles ont des caractères voilà, qui fit aussi très bien. C'est pas juste parce qu'elles sont tunisiennes, mais d'avoir la Tunisie aussi qui les lie. Je trouve que c'est vraiment joli. Comment tu fais pour transmettre cette part de Tunisie que tu as, hem, en toi à tes enfants? Sachant qu'on est là, on est loin, on voit pas tout le temps la famille. C'est marrant parce que tu as commencé tu as préfacé par dire: «Ah donc tu es entre guillemets «resté ici», mais oui, c'est vrai parce que tu as rencontré ton mari qui est, égyptien-palestinien. Je pense qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que mon mari est égyptien-palestinien, mais il est quand même très américain. Oui, j'allais rajouter là quand tu as dit ça, j'allais dire: «Et américain». Et en fait, je crois qu'en fait le l'égyptien palestinien, tunisien et tout ça, ça se rejoint de Ouais, manière assez harmonieuse. Je crois que c'est plutôt le côté hyper arabe américain, européen qui clash plutôt dans les pas clash, mais en fait, où il y a des vraies différences de culturelles, en fait. ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, donc nos enfants bercent dans un peu tout ça. Même, par exemple, on essaie de leur apprendre l'arabe, mais je pense que tu le sais parce que tu le vis aussi. Mais nous, on est très confus dans quel genre d'arabe. Donc, on essaie de faire l'arabe classique. C'est pas si facile. Du coup, après, ils vont en Tunisie, ils entendent un mot. Ils disent, ah, mais après, ils vont chez leurs grands-parents ou ils vont en Égypte et le mot est complètement différent. Ils sont complètement perdus. Donc, c'est pas facile. C'est un process qu'on est en train de faire et je pense qu'en fait, la réalité, c'est que, comme tu dis, c'est qu'en fait, on essaie de vraiment passer pas mal de temps, être hyper connecté avec la famille, les amis, de là-bas. On aime bien recréer des choses. Alors du coup, on aime bien découvrir d'autres choses, mais on aime bien quand même retourner en Tunisie, passer beaucoup de temps, mais aussi en Égypte, malheureusement en Palestine, pas tout de suite. Hem et après ça se fait ici aussi, donc avec la communauté qu'on essaie de se créer, la nourriture, on essaie vraiment, vraiment de les connecter avec la nourriture. Leur identité est plurielle, hein, et c'est magnifique, mais je pense que quand même qu'ils aient un vrai lien avec leur pays d'origine, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu ça parce que comme mon père était tunisien, ma mère marocaine, bah, tu vois, c'était pas le même arabe. Mais quand même, je me dis: «Bon, ils ont fait leur maximum, ils m'ont pas mis à l'école arabe, mais voilà, je comprends quand même, je parle, je mélange souvent un peu» et c'est ce que j'espère aussi pour mes enfants, c'est que je me dis: Ouais, «C'est pas grave si leur arabe, il est pas parfait». Je me dis: «Elles arrivent à lire, à déchiffrer, elles comprennent, elles peuvent, je sais pas, quand elles sont en Tunisie, régler leur administratif, avoir une conversation avec c'est le» non, mais tu si elles vois? peuvent régler leur administratif, elles sont Non au mais tu top là! non mais ne serait-ce que lire parce que tu sais que j'étais en Tunisie la semaine dernière, je faisais des papiers pour mon chat et j'allais dans des endroits où c'était écrit qu'en arabe et je Ouais, me ouais. disais: «Mais si Rita elle était là, elle pourrait m'aider?» parce qu'elle, elle sait déchiffrer, au moins qu'elle déchiffre. C'est-à-dire le mot je peut-être que je le connaîtrais, mais je sais pas lire donc tu vois, c'est un souci. Après c'est vrai que nous ici, je sais que ça surprend souvent les Français quand je le dis, mais par exemple, nous on a des cours d'arabe dans l'école. Ouais, Donc en after school, il y a du kung fu, il y a de la gym, mais il y a aussi des cours des cours d'arabe d'arabe. et c'est vrai que c'est très surprenant pour les gens. Ils disent: «Ah bon, des cours d'arabe dans l'école?» Je dis: «Oui, il y a des cours d'arabe dans l'école et c'est pas un souci» et je sais très bien qu'en France, ça serait malheureusement, hem,
pas possible. Je sais que tu fais aussi des cours d'arabe, le week-end. Oui, Ils sont en face to face ou ils sont en ligne, tes cours d'arabe? on a tout essayé. Ouais. On a essayé en ligne, ça a pas vraiment marché pour nous, en tout cas. Donc là, en fait et on a essayé aussi en cours particulier, mais bon, c'est pas hyper sympa pour les enfants. Tu as pas envie de les punir à chaque fois. Mmh. Donc en fait, ils vont dans une sorte de groupe, une sorte d'église. En fait, ils vont à l'église et c'est pas religieux du tout, mais ils font des cours d'arabe en groupe et puis, ils aiment bien ça. C'est culturel, c'est la langue, bon, This is so New York. On fait des cours d'arabe à l'église. voilà. Et Mais c'est ça la beauté de New York, en mais fait. oui, je suis d'accord, mais c'est un vrai melting pot et ça, c'est non, mais ça, c'est incroyable. Mais comme je disais, de toute façon, on fait au mieux. Moi, j'ai compris que, Voilà, voilà, on fait au mieux et puis voilà. elle parle déjà anglais, elle parle français. Si moi, ce que j'ai vraiment envie, en fait, c'est que oui, bien sûr, j'aimerais bien qu'elle sache parler quand même un peu arabe, qu'elle comprenne, mais un peu comme moi, qui suis née, qui ai grandi en France, mais qui vit en Tunisie, je peux faire ma vie et je comprends tout. J'ai déjà envie qu'elles aient, tu vois, cette connexion avec la Ouais, Tunisie, cette envie d'aller, là-bas, cette envie de, tu vois, savoir d'où elles viennent après tout, se dire que elles sont françaises et ça, c'est très important pour nous, mais elles sont aussi tunisiennes, elles sont aussi marocaines et d'avoir cette connexion, en fait, avec le pays et comme tu disais, ça passe par le voyage, ça passe par la nourriture, à la maison, ça passe aussi par, les connexions les que tu te connexions, fais, ouais. tu vois? Justement pour créer un pont, même si, toi et moi, je veux dire, les gens qu'on fréquente, ils sont, de partout, mais c'est vrai que quand on a des gens, voilà, comme nous, c'est vrai qu'on s'entend bien, qu'on partage beaucoup de choses et ça crée des ponts et moi, c'est ce que j'aimerais bien pour, Comme on a fait pour le ramadan, ouais, tu sais, alors pendant le ramadan, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'est mis 4 familles et donc il y avait une famille tuniso-marocaine, une tuniso-marocaine. famille marocaine, une famille sénégalo-malienne Mmh. et nous donc tuniso-égyptienne, palestinienne et tous les vendredis on faisait Mmh. un ramadan pour les enfants et du coup ils goûtaient à tout, ils comprenaient un peu les coutumes de chacun. Ça c'est bien, tu vois? Et ils étaient tellement excités. Moi, je sais qu'avant ça, Rita, quand elle me voyait faire ramadan, parce que c'est vrai qu'en France, c'est tout de suite plus festif, les copains t'invitent, la ta t'invite, enfin, voilà. Ici, moi, mes premiers ramadans, je mangeais un peu seule, le soir, peut-être une copine, une fois, voilà, qui va venir manger Ouais, et encore, parce que, la plupart de mes amis sont pas musulmans et que en même temps, je cherche pas vraiment à avoir des amis musulmans, tu ouais, vois? moi C'est-à-dire, non plus, ouais. je fonctionne à l'affinité. Je m'en fous, moi, d'où tu viens, je m'en fous, c'est quoi ta religion. Mais c'est vrai que d'avoir eu ce petit groupe-là qu'on s'est créé depuis l'année dernière, qui fait ramadan et les enfants, avant Rita, c'est ça que je disais, c'est qu'elle était: «Oh mais tu vas pas manger», tu vois? Elle comprenait pas, en fait, le côté un peu festif aussi du Ouais, ramadan même de l'Aïd, comment on a ouais. organisé Oui, l'Aïd, on a été chez chez toi, au toi, début chez oui, toi, chez moi, après à après la chez maison, toi, ouais, on a mis on leur nos a mis leur petite tenues. tenue, tout ça. Tous les vendredis soirs, ils étaient hyper excités. On disait: «On va chez qui? On va chez Absa, on va chez Kenza, on va chez qui?» Tu vois? Ils étaient hyper contents de le faire et ça, je pense qu'aussi ça contribue en fait à À l'identité, en ouais, fait, ouais. carrément, carrément. Donc tu es aussi française. C'était important pour toi, de mettre tes enfants dans une école donc là, on est dans une école, américaine qui a aussi un programme de français et nos enfants font aussi des cours de français en ligne, dans un organisme agréé par le ministère de l'Éducation nationale pour apprendre, je sais pas, l'écriture en cursive, des trucs, voilà, disons pour qu'elles aient le niveau comme un enfant qui serait, en France. Est-ce que c'était important pour toi que tes enfants parlent français? Parce que tu aurais très bien pu te contenter, tu vois, du fait qu'ils parlent anglais, que tu ailles en Tunisie, l'arabe. Pourquoi pour toi c'était important? C'était très important et on en a parlé tout de suite avec mon mari qui lui ne parle pas français donc alors quand tu vois les trucs en écriture cursive là, mais pourquoi vous compliquez la life? Je comprends pas. Donc pour lui, c'est très abstrait tout ça, mais les 2 on était complètement d'accord que c'est une partie énorme de leur identité, de justement quand ils vont en Tunisie aussi, en France, on essaie de passer du temps en France et tout ça, ils se sentent, ils sont français. Mmh. Ils se sentent français, ils sont à l'aise en France et en plus c'est une richesse énorme de pouvoir, avoir une langue en plus. Donc en fait ça c'était un non negotiable, d'un mariage entre guillemets, «mixte», tu vois? L'arabe c'est plus compliqué mais qu'on allait essayer du mieux qu'on peut, mais que le français, il fallait que ce soit un non negotiable, c'est-à-dire qu'il fallait que les enfants parlent français. Mmh. Et c'est pas toujours facile parce que je vois que nous, par exemple, on parle que français à la maison, ce qui est pas forcément votre cas parce que ton mari est Ouais. américain. Et malgré ça, c'est Adélaïde qui me l'a fait remarquer hier quand elle était à la maison. Elles ont commencé, genre, poser des questions. On était comme ça un peu en mode podcast. Elles se sont installées, elles ont commencé à me raconter leur vie. Donc Rita a interviewé Maya. Elles l'ont fait en français et c'était un peu slow, tu vois? Elles parlaient un peu, voilà, elles trouvent leurs mots et tout de suite, on l'a fait après en anglais. Elles ont switché en anglais et Adélaïde, elle m'a dit: «C'est incroyable comment elles sont». Alors, elle parle bien français. Elle m'a dit: «Mais
comment c'était beaucoup plus fluide en anglais et ça veut dire malgré le fait qu'on est dans une école, franco-américaine, malgré le fait qu'on ait des cours de français en ligne, malgré le fait qu'on parle tous les 2 que français à la maison et Dieu sait que je suis relou avec ça parce que dès qu'il y en a une qui commence à me parler en anglais, je dis que je comprends pas. Malgré ça, et elles regardent même, tu vois, leurs dessins animés quasiment, allez 90 du temps en français. Malgré ça, elles sont encore Ouais, plus à l'aise en anglais. c'est dingue. Donc, tu vois, je me dis, c'est encore plus un challenge pour toi parce que vous avez 2 langues à la maison. Donc ça doit être encore plus difficile, tu vois, tu vois, il faut le forcer le français. Dire Ouais. c'est un challenge, c'est pas juste on parle français, tes enfants parlent français, quoi. Ça, je sais que les gens parfois ils ont du mal à comprendre en fait. Et en plus, on nous dit: «Ah oui, mais voilà, toi, tu parles qu'en français». Oui, mais d'accord, mais c'est pas que sur moi, parce que si c'était que sur moi, on serait perdu. Non, heureusement qu'on a mis les enfants au début, je les avais mis dans une école en immersion que français, Mmh. parce que je voulais vraiment qu'ils aient une base, solide. Et alors moi, mes enfants sont beaucoup moins francophones que les tiens, mais ils se débrouillent. Ils se débrouillent, ils se débrouilleront, ils auront une base solide. Si un jour ils veulent aller travailler ou étudier en France, bah, il y aura pas de souci. C'était l'idée, en fait. Mmh. Mais c'est pas facile parce que l'anglais, c'est la langue de pas j'allais envie de dire la facilité, mais c'est partout, c'est facile, c'est fluide, et les enfants, même quand on les voit à la récré, ils communiquent qu'en anglais, c'est frappant. Ça, c'est fou, tu vois? Même parfois quand je vois 2 francophones, heu, je vois Marita parfois avec ses copines françaises, elles parlent toutes les 2 très bien français et ben, elles vont quand même parler en anglais entre elles. Ouais, Même Maya et Rita, je les vois à la maison. Bah, alors parfois elles vont parler en français, mais très souvent elles vont parler en anglais entre elles, elles parlent en anglais, ouais. et je leur dis: «Mais pourquoi vous parlez en anglais entre vous la daronne relou? Pourquoi vous parlez en anglais là? Parlez en français». Je suis chiante, mais j'essaye, tu vois, de forcer Mais surtout Maya. tu sais, j'ai réalisé ça, la plupart de nos copains, qui ont immigré dans les pays, anglo-saxons, que ce soit en Australie ou en Angleterre ou aux US, c'est toujours comme ça. Et en fait, les enfants peuvent être hyper francophones, mais quand les enfants sont entre eux, ils vont parler qu'en anglais. Mmh. Donc je comprends aujourd'hui, enfin, à quel point tu es attachée à ta culture. D'ailleurs, la première fois que je t'ai rencontrée, donc pour la petite histoire, tout le monde me disait donc Kenza, Kenza, Kenza et à un moment, on avait ce petit événement dans la classe et donc je la vois et juste après je vais à mon cours de pilates et je dis justement, je rencontre une copine et je dis: «Ah, je vais au cours de pilates». Elle me dit: «Ah bah, tu devrais demander à Kenza, elle fait vraiment du pilates». Je lui dis: «Cette Kenza, elle est incroyable, elle fait tout» et là, j'arrive devant le pilates et je te vois. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais aller lui parler» alors que bon, moi, je suis très sociable. Mais j'ai quand même besoin qu'on me tende une petite perche. Je vais pas aller vers les gens pour dire: «Salut, c'est moi, Ichou», et donc là, je t'ai vu, je dis: «Bon, bah, je vais lui dire bonjour». Je dis: «Coucou, c'est moi la maman de Rita» et donc on a commencé à papoter à ce moment-là. On a fait notre séance, c'était super dur, je me souviens. Voilà, je pense qu'il faut préfacer par ça. C'est pas du pilates, j'adore quand tu dis, bah, c'est du SLT, Ouais, c'est du SLT, c'est du c'est méga réformeur du pilates. méga réformeur, sur stéroïdes et ensuite, on a fait on habite à 2 minutes, donc on a marché ensemble et je me souviens que tu m'as dit: Oui, moi je suis tunisienne, mais pour moi la Tunisie c'est très important. Je pense que parce que c'est vrai que voilà, tu as grandi là-bas et que peut-être il y a des gens comme moi qui peut-être, tu vois, ont grandi en France pour qui ils sont pas aussi attachés. Mais tu as compris qu'aujourd'hui j'étais aussi très attachée à la Tunisie, que j'y vais tous les étés et tout ça et je me souviens, ça m'a frappée quand tu m'as dit: «Pour moi la Tunisie c'est très important» et aujourd'hui donc tu es toujours mannequin, donc tu fais moins de jobs qu'avant j'imagine parce que, bah, ta vie de maman et aussi l'entrepreneuriat. Tu as lancé une entreprise en fait où tu produis des chaussures en Tunisie, donc des babouches qu'on a là justement, Ça, aux c'est notre pieds nouveau et modèle là tu portes le qui nouveau modèle. qui sort cette semaine. Voilà, donc ça, c'est notre nouveau modèle, les Mariam Jane. Non, le nom va peut-être changer. Ça s'appelle comment? Mariam Jane? Mariam Ah, Jane, j'aime bien ce petit jeu de c'est mots là, comme Mary les Mary Jane. Jane. Ah, Ouais, j'adore, c'est trop Mariam sympa. Jane. Elles sont censées sortir cette semaine. Et donc, la particularité de tes chaussures, donc voilà, donc c'est des babouches, ou ballerines, on va dire. Elles ont un petit côté, arabisant et en même temps, elles sont très modernes et vraiment, elles sont trop à l'aise et donc pour femmes non, mais c'est vrai, elles sont super à l'aise. Bon, moi, en plus, qui ai vraiment, tu vois, toujours des problèmes de pieds, je trouve qu'elles sont très à l'aise et surtout alors je trouve très belles, les modèles féminins, mais moi, je les adore sur mon mari. Tu Ouais. vois, quand mon mari, par exemple, on était à un mariage la dernière fois, il les met avec, son costume, il met ses petites babouches, je trouve que ça lui apporte tout de suite un petit style, elles sont modernes, en même temps elles sont arabisantes, tu vois? C'est un prolongement de sa personnalité, je trouve et j'adore quand il les met. C'est marrant que tu dis ça parce que bon, déjà la chaussure à la base, elle était unisexe, mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, quand tu regardes le landscape des chaussures, les hommes, c'est assez codifié et ils ont pas beaucoup de ce qu'on appelle conversational pieces, où c'est vraiment une chaussure qui raconte une histoire. Alors que nous, on a, tu vois, nous, le marché est plus large pour nous, mais les hommes, il y en a très peu en fait. Mmh. Et donc c'est vrai que
le potentiel de marché pour les hommes est énorme pour nous, mais c'est un peu compliqué parce qu'on est 2 femmes, c'est un petit business, mais bon, on est excité par le côté homme, quoi. Donc la marque s'appelle Osez the Label, Our Stories Are Yours. Oui. Et donc pour toi, c'était important de raconter des histoires et je vois que sur votre, Instagram, c'est ce que vous faites, notamment, avec les artisans avec lesquels vous travaillez en Tunisie, qui font donc justement ces chaussures à la main dans des petits ateliers. Je vois que tu partages parfois un peu les behind the scene et dernièrement, tu partageais justement un monsieur qui travaillait avec vous depuis très longtemps et qui était parti malheureusement et pourquoi pour toi c'était important de raconter en fait, toutes ces histoires? Alors en fait, ça a commencé comme ça, c'est que quand on a lancé la marque, il y a 2 choses qui sont passées. C'est que, je venais d'avoir mes enfants et donc je pensais beaucoup plus à: «OK, j'ai eu cette longue carrière, mais quel est mon sense of purpose dans ça? Comment je veux que les choses soient faites? Et et comment lier là d'où je viens?» Donc en fait, il y avait tous ces petits trucs qui passaient dans ma tête et j'arrivais pas à les connecter. Il y a une chose qui m'a beaucoup énervée qui m'énerve toujours et encore plus, à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un peu moins un sujet, mais je trouve qu'en fait, on achète un produit et on s'en fout de comment ça a été fait et moi, ça m'a toujours dérangée, en fait et donc je voulais justement que le consumer, la personne qui achète, soit impliquée dans la ligne de production, en fait. Voilà, c'est très abstrait comme concept, mais c'est ce que je voulais, en fait. Je voulais qu'en fait, il y ait un vrai a il y a c'est pas que tu achètes un produit pour acheter un produit, mais il y a un vrai attachement qui est autre. Il y a une vraie humanité par rapport à ce que tu achètes. Et donc en fait, c'était un peu comment la marque a commencé, en fait. Et donc pour nous, c'était hyper important d'humaniser qui le fait. En plus, c'est des gens qui sont généralement très vulnérables, en tout cas dans le monde de la mode, tu vois? Les garden workers et tout ça, c'est des gens qui sont très vulnérables. C'est des énormes compagnies où l'humain a très, très peu de réalité, enfin de place et surtout moi qui est aussi dans une position vulnérable dans le monde de la mode. Les mannequins généralement, on est aussi des gens qui sont assez vulnérables, mais au moins on est très visible. Mmh. Alors que les manufacturers, les ouvrières ou les ouvriers, non seulement ils sont très vulnérables dans la chaîne de production, mais en plus ils sont invisibles. Donc j'ai une certaine responsabilité par rapport à ces gens-là. Au moins, tu vois? Enfin, c'est comme ça que je l'ai «vécu» entre guillemets. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est hyper important de montrer qui sont les artisans, de montrer un peu l'histoire, de montrer aussi qui sont les consumers, qui achètent, quelles sont leurs histoires, quels sont les trucs. En fait, c'est vraiment d'humaniser la chose, pas juste à travers une transaction, en fait. Non, on sent que c'est important pour toi et d'ailleurs, je te vois parfois partager sur tes réseaux aussi que tu, je sais pas, tu voyages pour des conférences justement où on parle un peu de l'aspect environnemental et de, bah, justement de toutes ces personnes, dont tu parles. C'est important pour toi de participer à des événements comme cela? Alors, honnêtement, oui, c'est important, bien sûr, c'est important d'avoir des vraies conversations par rapport à ça, mais je trouve que ça reste très marginal par rapport à l'effort à faire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est walk the talk, tu vois? Je veux dire, oui, c'est bien de faire les conférences, mais après, il faut qu'il y ait des vrais changements à tous les niveaux, c'est-à-dire macro, micro et même humain, tu vois? Et ça, je trouve qu'on en est encore très loin. Donc là, vous produisez vos chaussures à Tunis, c'est ça? Oui, on produit, d'ailleurs, on vient juste maintenant on a nos propres ateliers. OK. C'est nouveau, c'est depuis cet été. Mmh. Grosse Grosse pression. Grosse pression, donc en fait, comment on fait? C'est qu'on source, le cuir d'un peu partout, pas forcément de la Tunisie, beaucoup en Tunisie, mais aussi, dans les ateliers des tanneries, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Turquie. Mais en fait, on produit pas, c'est-à-dire on passe pas de commande. Mmh. Ce qui est généralement le mode de ce truc, c'est-à-dire que tu dis: «Ah, j'ai besoin de 50 yards de, cuir noir», tu Mmh. vois? Là, on fait pas. J'achète les excès. J'achète que les excès parce qu'il y en a énormément. C'est une industrie qui produit énormément en excès pour telle ou telle raison, tu vois? Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète ça. Mais du coup, dans notre business model, c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas prendre des grosses wholesale orders. Mmh. Et donc c'est des séries limitées, tout est petit et tout est à taille humaine parce que voilà, je peux te dire: «Oui, bah, je peux te promettre d'avoir du noir», mais je sais pas moi si dans 3 mois, j'aurai encore du noir ou du léopard ou et on essaie de prendre souvent des couleurs assez folles. Tu vois, on aime que la chaussure parle, en fait. On est assez sobre, ma cofondatrice et moi, on est assez sobre dans notre manière de nous habiller, mais on aime bien que la chaussure parle, conversational pieces.
Oui, je vois, vous avez des modèles un peu zébras, vous avez des modèles un peu orange avec des petits poils un peu fourrure. Ouais, c'est une partie hyper sympa de source, le cuir, et on apprend beaucoup, en fait. On apprend beaucoup sur, justement, quels sont les cuirs qui marcheraient et tout ça, et en fait, on s'est dit: «Oui, on teste aussi avec d'autres matériels», tu vois? Là, c'est de la raffia et tout ça. On fait aussi on a essayé avec des cuirs à base d'écailles de poisson et tout ça, mais ça reste très marginal par rapport à, déjà, il y a énormément de waste Mmh. et de déchets dans le monde du cuir, donc si on arrive à trouver une solution pour ça, on passera au reste. OK, donc du coup, vous récupérez des chutes, de cuir, de luxe, on va dire, et ça veut dire que si tu vois un modèle, il est là maintenant, il sera peut-être pas là dans 2 mois. Exactement. Donc vous vendez principalement en ligne? Vous avez aussi quelques points de vente On a quand même pas mal de points de vente. à New York exclusivement? Non, très peu à New York. On est dans pas mal de petites boutiques sur le territoire américain. On est dans le Moyen-Orient. Mmh. On est dans quelques boutiques à Londres, 1 ou 2 boutiques à Paris. C'est petit, quoi, et en ligne. Et tu arrives encore à concilier du coup ta vie de mannequin avec, l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu sens que l'entrepreneuriat prend le pas sur ta vie de mannequin aujourd'hui? Bah, en fait, si tu veux, je pense que être business owner, ça m'a donné une nouvelle appréciation Mmh. par rapport au mannequinat. C'est-à-dire que je comprends beaucoup mieux les enjeux, avec toutes les marques, petites ou grandes, avec qui j'ai travaillé. Je comprends les enjeux beaucoup mieux. J'ai une perspective beaucoup plus «profonde» entre guillemets, et donc ça c'est hyper intéressant. Donc si tu veux, l'un aide à l'autre, et puis ce qui a été assez bien, c'est que grâce au mannequinat, j'ai on a pu avoir plus facilement et de la presse et des partenariats, genre avec Free People, avec Boyner, avec, tu vois? Ça, c'est avec Maisonnette, on a eu des partenariats qui étaient assez sympas, surtout au début, donc ça a aidé. Donc je pense que l'un aide l'autre. C'est quoi l'avenir là pour, Oser le label? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors nous, en fait, on a envie de vraiment augmenter le côté «média» entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de raconter beaucoup plus d'histoires, de créer des offline, gatherings, en fait, d'augmenter le côté culturel de Oser. On a aussi beaucoup de produits qu'on a envie de mettre, en ligne, et puis on a envie vraiment, enfin de créer, et on travaille sur pas mal de choses. Donc par exemple, tu vois, plus de chaussures, des chaussures d'intérieur, on a des sacs, et puis surtout on a envie d'avoir des boutiques, en fait. OK, ouais. Ma business partner habite à Mexico City, donc Mexico City, New York et la Tunisie, ce serait idéal pour commencer. Mmh. Bah, écoute, c'est un beau projet, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci, Bah, écoute, merci beaucoup Kenza d'avoir été avec nous, aujourd'hui. C'était, une conversation très agréable avec toi et très instructive. merci, Merci beaucoup et puis, très bon thé, merci. merci. Bah, cheers, on n'a même pas Cheers, cheers. oui, on a même pas On n'a cheers. même pas cheers, attends. Pistouille. Merci à tous de nous avoir regardés sur, YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cet épisode avec, un ou une amie, et si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast comme Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à laisser une petite note et un petit commentaire. Merci. OK, je vais couper. C'est bien, c'est